Bon, bah, j'entends que le silence se fait spontanément. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux cet après-midi et d'être aussi nombreux connectés aussi à distance. Je m'appelle Laetitia Bernard, je suis journaliste à France Inter, je suis aveugle aussi de naissance, d'où la petite machine en braille qui est posée devant moi. Et d'où aussi peut-être ma sensibilité toute particulière aux questions d'accessibilité numérique. Pour ouvrir ce colloque donc dédié à l'accessibilité numérique, notamment vis-à-vis des personnes employées dans la fonction publique et donc concernées par les questions de handicap. Je vais tout de suite laisser la parole à la présidente du comité national du FIP, à savoir Françoise Descamps-Crosnier. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ici en présentiel à l'école militaire et je souhaite déjà remercier notre collègue du comité national du FIP, Emmanuel Lavergne, qui a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui ici même. J'accueille aussi tous ceux qui sont à distance et qui vont suivre nos travaux cet après-midi. Des remerciements aussi à nos partenaires ici présents et qui interviendront. Ils seront accompagnés tout à l'heure par Laetitia Bernard qui animera notre colloque. Ils représentent, et c'est important pour nous, les trois versants de la fonction publique. C'est en effet, comme vous le savez, le périmètre d'action du FIP. Des excuses à présenter des ministres que nous avons invités et qui sont retenus par leurs obligations gouvernementales. Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, et Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Et nous comprenons les raisons de leur absence qu'ils nous ont précisées l'un et l'autre. Je peux vous dire que nous avons ensemble des échanges réguliers, riches, l'écoute est attentive, ce qui permet au FIP de faire à la fois ses remarques, ses suggestions et ses propositions. Ils ne seront pas complètement absents, puisque Stanislas Guerini, dans la suite de mon propos, interviendra dans le cadre d'une vidéo qu'il nous a transmise et je le remercie très chaleureusement de cette participation. Avec mes collègues des différents collèges du FIP, je les salue car certains d'entre eux sont bien sûr présents ici, et l'équipe du Fonds, nous avons voulu organiser ce colloque car nous constatons, dans un contexte d'usage du numérique désormais généralisé, les difficultés encore majeures que rencontrent les personnes en situation de handicap en matière d'accessibilité numérique. Pendant la période du confinement, nous avons créé plusieurs groupes de travail sur différentes thématiques, dont le sujet de l'accessibilité numérique. C'est Bruno Gendron, rapporteur de la commission des interventions, qui l'a animé et qui a produit un rapport, constat, diagnostic, réflexion prospective et préconisation. Il interviendra tout à l'heure aux côtés de Bruno Coubi, premier vice-président, très actif et très réactif sur ces questions. Pour avancer encore davantage sur le sujet et encore plus concrètement, le FIP a ensuite créé, à côté des 4 commissions déjà existantes, une nouvelle commission permanente, accessibilité numérique, animée par notre collègue Bruno Besançon, pour renforcer l'accompagnement des employeurs publics dans ce domaine. Dans un troisième temps, nous avons voté un programme exceptionnel comprenant 4 axes, l'accessibilité numérique, les parcours professionnels, formation et carrière, les nouvelles modalités de travail et les handicaps invisibles. Comme vous le voyez, l'accessibilité numérique fait bien partie de nos priorités. Marc Desjardins, notre directeur, vous donnera les détails tout à l'heure de ce programme. Les avancées ont pu être faites en direction des usagers du service public. Certes, il y a encore des marges de manœuvre conséquentes pour atteindre une entière accessibilité, mais le retard est encore beaucoup plus important pour les agents de la fonction publique. Et pourtant, ce sont eux qui font fonctionner le service public. Trop de documents électroniques, de sites Internet, d'interfaces utilisateurs, de logiciels métiers, etc., restent inaccessibles, donc inexploitables pour les personnes en situation de handicap. Le déficit d'accès à tous ces outils compromet leur exercice professionnel et réduit leur capacité à se former et à évoluer dans le cadre d'un parcours professionnel. Si l'on veut avoir une dynamique de l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, tant en termes de recrutement
Et je pense aussi à l'apprentissage, qui est un axe sur lequel le FIP intervient fortement, que de maintien dans l'emploi. Et par ailleurs, pas seulement sur les postes d'exécution, il y a urgence à intervenir pour accélérer la mise en œuvre de la pleine accessibilité et faire en sorte que 2023 soit déjà une échéance qui permette d'avoir des résultats significatifs. Il faut avoir cet objectif exigeant et le FIP sera un partenaire très actif pour y parvenir, car la fonction publique se doit d'être exemplaire. Et ce ne sera possible que si l'on s'attelle à sensibiliser aussi et à former les acteurs clés à l'accessibilité numérique pour favoriser l'appropriation et la connaissance des enjeux en interne chez les employeurs publics, mais aussi à l'externe chez les concepteurs et développeurs d'outils numériques. C'est une véritable culture de l'accessibilité numérique qu'il faut développer, et pour cela, il faut communiquer, il faut établir des partenariats dans les 3 fonctions publiques pour que des relais s'organisent. Il faut faire ensemble, il faut construire ensemble pour être plus efficace. Côté partenaire, je pense pour la territoriale aux associations nationales d'élus, comme l'Association des maires de France, mais aussi le CNFPT, les centres de gestion, ainsi que leurs fédérations. Pour la fédération publique hospitalière, la Fédération hospitalière de France, et nous devions avoir Zéna Briet tout à l'heure en dernière intervenante, mais ce sera Quentin Enaf qui sera présent parmi nous pour représenter la FHF, l'organisme de formation de l'hospitalière, la NFH, et côté État, notamment la DGAFP, les employeurs publics nationaux, les universités, le réseau des écoles du service public, etc. Je pense aussi à l'AGFIP, association partenaire du secteur privé. Et puis nos partenaires présents, bien sûr, à notre colloque, comme la DINUM et Pôle emploi. Et je me permets de saluer Antoine Cao et Nathalie Denizet qui interviendront tout à l'heure. Pôle emploi, un partenaire encore plus proche depuis le rapprochement avec les Cap Emploi et membre désormais du collège Service public de l'emploi au sein de notre comité national. Le Pôle emploi avec plus de 10% de travailleurs handicapés sur les 55 000 agents et avec une politique avancée de mise en conformité au RG2A et la prise en compte de règles techniques les plus appropriées à la situation de handicap. La DINUM, partenaire bien sûr incontournable sur les sujets d'accessibilité numérique avec laquelle nous travaillons et avec laquelle nous avons à accentuer notre travail en commun et à croiser aussi nos actions dans le cadre de la complémentarité et en rendant ce travail plus visible. J'en profite pour saluer aussi la nomination de Marine Boudot au poste de haute fonctionnaire au handicap et à l'inclusion au ministère de la Transformation et de la Fonction publique, en complément de ses fonctions au sein de la DINUM. On compte sur son engagement pour permettre l'accélération du programme d'accessibilité numérique. L'accessibilité doit être pensée pour tout type de handicap sur l'ensemble des supports et des outils utilisés, l'objectif étant toujours que l'agent en emploi ou en formation soit opérationnel comme le serait un de ses collègues. C'est penser l'accessibilité à travers la notion de conception universelle. Il est aussi important de penser l'accessibilité numérique en amont des processus pour rendre les supports et les outils adaptables aux évolutions technologiques rapides, plutôt que de chercher à rendre accessibles des outils qui ne le seraient pas nativement. C'est par ailleurs moins coûteux et plus performant. Pour conclure, nous avons voulu que ce colloque ait un côté pratique et concret, raison pour laquelle nous vous invitons en fin d'après-midi à participer à des démonstrations et à des échanges plus informels. Alors je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons pouvoir écouter maintenant le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini, et je lui cède donc la parole. Bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre, ma chère collègue, chère Geneviève, Madame la présidente, chère Françoise, Mesdames, Messieurs, j'aurais aimé pouvoir être avec vous physiquement aujourd'hui, mais je suis auprès du président de la République au sein du Conseil national de la refondation, et donc c'est par écran interposé que je vous adresse ce message. D'abord pour remercier le FIP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, et en particulier sa présidente, la présidente de son comité national, Madame Françoise Descamps-Cronier. Merci Madame la Présidente pour votre invitation chaleureuse. Merci surtout pour les échanges nourris que nous avons pu avoir ces derniers temps et en amont de cette journée en particulier. Je veux le dire ici, le FIP, c'est un acteur majeur, engagé aux côtés de l'État
des collectivités, des hôpitaux, et qui nous aident tous les jours pour améliorer l'accessibilité des services publics, pour les usagers évidemment, mais aussi pour les agents de la fonction publique. J'y reviendrai, je crois que c'est absolument essentiel. Alors, je tenais à saluer l'investissement du FIP, ses initiatives sans cesse renouvelées. Je pense notamment à son programme exceptionnel lancé cet été. Ces actions, elles sont systématiquement menées en partenariat avec les employeurs publics. Elles nous permettent d'améliorer concrètement le vécu des personnes en situation de handicap dans les services publics. Et cette année, à travers ce colloque, vous avez choisi d'aborder la question de l'accessibilité numérique. Je crois que vous avez bien fait, parce que c'est un défi prioritaire, quotidien, que nous devons relever tous ensemble. Ça commence évidemment par la possibilité donnée à toutes et à tous d'accéder aux démarches essentielles depuis chez soi. C'est un besoin que nous ressentons tous, celui de faire depuis son téléphone portable par exemple. Et à ce titre, nous avons bougé les lignes. Au début du précédent quinquennat, il y avait environ 60% des démarches les plus utilisées par les Français, les 250 démarches les plus utilisées par les Français, qui étaient réalisables en ligne. Aujourd'hui, au début de ce quinquennat-là, ce sont déjà plus de 90% des démarches prioritaires qui sont accessibles en ligne. Pour donner un exemple très concret, depuis cet été, s'inscrire comme demandeur d'emploi à Pôle emploi, renouveler sa situation de demandeur d'emploi, sont des démarches qui ont été rendues plus accessibles, en particulier pour les personnes en situation de handicap. Pour autant, je veux le dire très clairement, ce n'est pas suffisant. Il y a eu une étude qui a été menée par l'INSEE en 2021 qui montre les choses très clairement. Un tiers des Français ont déjà, dans leur vie, renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne. Et parmi eux, cette statistique, elle concerne au premier rang les gens en situation de handicap. Parce que nous devons agir pour que l'accessibilité en ligne soit pleinement inclusive, qu'elle puisse respecter toutes les conditions d'accessibilité. Je le dis très clairement, les services publics doivent être exemplaires, ils doivent être exemplaires rapidement. Nous n'avons pas le droit de perdre du temps quand on sait qu'un défaut d'accessibilité, elle peut affecter le quotidien, la qualité de vie de nos concitoyens et singulièrement de nos concitoyens en situation de handicap. C'est la raison pour laquelle, début octobre, nous avons tenu le comité interministériel du handicap et nous avons fait de l'accessibilité numérique notre première priorité pour pouvoir imposer un objectif d'accessibilité totale pour l'ensemble des sites et applications de l'État d'ici la fin du quinquennat. Mais, parce que je ne veux pas me contenter de parler sur un objectif à 5 ans, j'ai aussi voulu fixer des échéances intermédiaires. Je crois que c'est très important de le faire ainsi, c'est ce qui permet d'avancer le plus concrètement. Et donc, que d'ici 1 an, à la fin de l'année 2023, nous ayons 100% des démarches prioritaires, les 250 démarches que je mentionnais tout à l'heure, qui puissent avoir un degré de conformité qui dépasse 75% du référentiel d'accessibilité. Je crois que vous le connaissez toutes et tous. Donc que 100% des démarches soient pleinement accessibles, mais que 100% des outils de travail collaboratif et de formation interne à l'État puissent être aussi pleinement accessibles. Ce sont des objectifs exigeants pour les administrations, je le sais. Et je veux m'engager pour que l'accessibilité numérique elle devienne une réalité partout et donc qu'on puisse investir dans ce qui va vraiment changer la donne, à commencer par la formation. La formation des agents publics, c'est un enjeu absolument clé et au fond un levier de réussite déterminant. Dans le cadre de ce comité que je mentionnais tout à l'heure, nous avons donc ajouté un engagement pour que 100% des agents publics qui travaillent dans le numérique puissent être formés sur le quinquennat. Et que dès l'année prochaine, 1000 premiers agents publics du numérique de l'État puissent bénéficier d'un atelier approfondi de mise en pratique. Il sera mené avec l'appui de la DINUM, qui est présente avec vous, la direction du numérique. Je veux vraiment saluer son engagement quotidien, il est vraiment réel. En matière de formation, je sais que nous pourrons compter sur le soutien du FIP, justement, qui se mobilise très clairement
en multipliant les partenariats avec les universités, avec le CNFPT, avec les startups du numérique aussi, qui se mobilisent en créant des formations d'utilisateurs-testeurs, des formations de développeurs. Elles pourront intégrer en amont l'accessibilité dans les interfaces et dans les projets numériques à venir. Nous devons former, je le disais, les administrations, mais nous devons aussi les accompagner pour leur permettre de mieux évaluer le niveau d'accessibilité. Évaluer, c'est permettre de suivre et ensuite d'améliorer. Et là aussi, les équipes de la DINUM, elles sont mobilisées au quotidien pour accompagner, pour guider les ministères en matière de design, d'accessibilité numérique. D'ailleurs, je crois que cet après-midi, vous travaillerez très concrètement avec Antoine Cao, qui pourra illustrer mieux que je ne le ferai ici mes propos. Nous allons renforcer cet accompagnement en 2023 en mettant en place des permanences ouvertes aux collectivités pour, dans une logique de partenariat, les aider à la mise en accessibilité de leurs services en ligne. Le 16 octobre dernier, avec la DINUM, j'ai pu annoncer la création d'un site internet, un site internet unique pour orienter les administrations dans justement la mise en accessibilité de leur application, de leur démarche, de leur site internet, et puis pour rendre plus opérant le référentiel général d'amélioration d'accessibilité. Il est encore trop peu appréhendé par les équipes numériques et donc cet enjeu de le faire connaître est absolument déterminant. Le deuxième outil que nous avons lancé mi-octobre, c'est un outil d'audit d'accessibilité. L'audit à réaliser par les administrations était extrêmement poussif, était réalisé sur des fichiers Excel, bref, rien n'était fluide. Et donc, nous avons décidé d'offrir des outils pour simplifier drastiquement la réalisation de diagnostics, de suivi et permettre aux administrations aussi de prioriser leur démarche de mise en accessibilité. Alors, je le disais, nous avons une mission commune désormais, c'est de faire connaître, de diffuser largement ces outils. Je crois que réunis aujourd'hui, vous jouerez un rôle absolument essentiel pour répondre à cet objectif. Nous devons, je veux vraiment partager avec vous cette conviction, travailler sur la culture. Je crois que c'est comme ça qu'on change les lignes. Et donc, faire émerger une culture de l'accessibilité, c'est ça qui nous permettra de relever le défi. C'est pour ça que les colloques, les temps d'échange comme celui que vous avez aujourd'hui sont absolument essentiels. C'est aussi pour cela que les partenariats que le FIP peut nouer, je pense au partenariat avec la Fédération hospitalière de France, au partenariat avec l'Association des maires de France, sont aussi évidemment des axes extrêmement précieux. Enfin, je voulais insister sur l'importance des ambassadeurs et des référents que nous avons nommés en charge du handicap dans les administrations. Ils jouent un rôle absolument clé, j'en suis convaincu. Dans mon propre ministère, celui de la transformation et de la fonction publique, j'ai eu l'honneur de nommer en octobre une haute fonctionnaire en charge du handicap, en charge de l'inclusion, Marine Boudot, qui maîtrise parfaitement les sujets d'accessibilité numérique puisqu'elle est au cœur des équipes de la DINUM et elle est déjà extrêmement engagée à veiller quotidiennement à l'engagement de toutes et tous pour atteindre cet objectif ambitieux et cet objectif que je rappelais il y a quelques instants. Je veux profiter de cette occasion pour la remercier de son engagement. Avec le FIP, avec les associations mobilisées, avec les experts du numérique, avec vous tous, je crois qu'on peut le dire, en reprenant le beau thème que vous avez choisi aujourd'hui, nous agissons aujourd'hui pour l'accessibilité de demain. C'est très simple, je ne veux plus demain croiser une personne qui puisse me dire qu'elle n'a pas pu accéder à un service public car le site ou la démarche auquel elle voulait accéder n'était pas accessible. Alors je compte sur vous pour avoir des échanges productifs. Je me ferai remonter avec beaucoup d'intérêt le compte-rendu, les conclusions que vous tirez de ces échanges pour qu'on puisse ensemble construire des services publics toujours plus accessibles. Et cela passe, je le redis, par du numérique inclusif, accessible à tous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon et constructif colloque. À bientôt. Voilà, merci pour cette vidéo. On va commencer tout de suite à faire venir les premiers intervenants. Bruno Coubi et Bruno Gendron, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez venir sur scène ?
Enfin, oui. Sur le plateau, je ne sais pas comment. Je pense que tout le monde vous connaît à tous les deux, mais je vais quand même refaire les présentations. Bruno Kubik est le premier vice-président du FIP. Et puis Bruno Gendron, vice-président de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, et président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Avec vous, on va poser un petit peu les bases, en fait, pour comprendre ce que c'est ce que ça veut dire concrètement, accessibilité numérique, rappeler un petit peu le cadre légal, etc., etc. Et ensuite, on aura une table ronde, enfin 2 tables rondes d'ailleurs. C'est bon pour vous? Vous êtes installés? C'est bon. En fait, la première question, alors, je la pose à tous les deux. Honnêtement, vous répondez qui préfère, mais si on prend un exemple, qu'est-ce que ça veut dire quand quelque chose n'est pas accessible pour vous au quotidien dans votre travail? Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ou qu'est-ce qui se complique quand c'est pas accessible? Vas-y, et puis je compléterai dessus. Alors, si on est... Donc, bonjour à toutes et à tous, d'abord. Si on prend un exemple complètement concret, il se trouve qu'il y a encore moins d'un an, j'en profite encore, j'ai encore un peu de temps, j'étais encore en activité professionnelle et j'étais à l'université d'Orléans. Eh bien, il y avait un outil qui n'était absolument pas accessible, c'est-à-dire que je ne pouvais pas consulter l'outil en question. Et vous allez voir que c'est quand même majeur pour un prof, c'était l'emploi du temps. C'est-à-dire que si j'avais voulu faire mon oiseau de mauvais augure, j'aurais pu arguer du fait que je ne pouvais pas connaître mes heures de cours puisque je n'avais pas accès à cet emploi du temps. Donc, c'est vraiment des choses qui sont, j'allais dire, quasiment la base pour pouvoir travailler. Et je passe, si je suis toujours sur l'université, sur un certain nombre de cours en ligne avec des vidéos qui ne sont pas audio décrites. Et encore plus, j'étais chercheur, maître de conférence. Il y avait un accès à peu près correct au service de la bibliothèque universitaire, ce qu'on appelle le service commun de documentation universitaire. Sauf, alors, on pouvait chercher les bouquins, sauf que les bouquins en ligne, eh bien, ils n'étaient pas accessibles, c'est-à-dire qu'on pouvait clairement pas les lire. Ouais. Bruno Kubik, un autre exemple peut-être? Oui, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Un autre exemple, moi, dans ma vie quotidienne, la première chose que j'ai tendance à ouvrir, c'est allumer mon ordinateur. Il se trouve que pour des questions de sécurité, sur mon ordinateur, j'ai un code de déverrouillage avant d'arriver à l'écran de connexion de Windows. Et ce code de sécurité, en fait, demande un clavier qui n'est pas vocalisé et donc, de fait, rend mon ordinateur inaccessible, donc sauf à être en capacité de savoir à peu près où je me trouve avec le trackpad de mon ordinateur portable pour arriver à peu près cliquer dans le bon endroit du champ. Ou demander sinon à un collègue, enfin voilà, on est dépendant du collègue à qui on demande. Donc effectivement, oui, c'est pas pratique du tout. Et ce sont quand même 2 exemples, mais assez énormes, je trouve. Et pour autant, il y a un cadre légal qui fait que normalement, ça devrait fonctionner. Il y a des textes. Logiquement, le cadre légal, il est quand même relativement ancien, puisque dès la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, on remarquera que tous les mots ont du sens. Dans l'article, alors je ne suis pas très, très branché sur le droit, mais c'est l'article 47 où on a déjà l'idée des questions d'accessibilité numérique, 17 ans. Et cette loi, elle n'est pas restée, parce qu'on a toujours tendance à dire que certaines lois n'ont pas de texte d'application et restent un petit peu à lettre morte. Il y a eu des textes d'application, il y a eu des décrets, il y a eu des arrêtés. Et par exemple, on devait avoir une accessibilité des applications et des sites internet publics à 2012. Il y a maintenant, c'est bien, c'est un anniversaire, ça fait 12 ans. On peut
triste comme anniversaire, mais ça, c'est... Enfin... et alors justement, d'après vous, qu'est-ce qui fait... Enfin, pourquoi ça coince? Pourquoi c'est si compliqué? Il y a certainement plusieurs raisons. Alors ça, moi je crois que ça ne met pas en cause évidemment les personnes. Il y a une question de volonté politique. Il y a, je pense, un delta entre la volonté politique affirmée et la volonté politique réelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on se pose la question, et est-ce qu'on accepterait de différer avec un tel nombre d'années la mise en place de la RGPD? Je crois que ça ne viendrait à l'esprit de personne. Et je crois que c'est peut-être là où, en fait, il y a une vraie question autour de la question de l'emploi des personnes handicapées, parce que le fond du problème qui nous occupe, il est là. Stanislas Guerini, dans son intervention tout à l'heure, a beaucoup évoqué les questions liées aux applications vis-à-vis des usagers. Mais là, la question du FIP, c'est bien une question d'emploi. Et donc, à partir du moment où, si on veut être cohérent, on se dit, une personne en situation de handicap, pour qu'elle travaille, il faut, que l'environnement numérique soit accessible, et que 2, les outils de compensation qu'on puisse mettre à sa disposition puissent fonctionner. Pour qu'ils puissent fonctionner, il faut que l'environnement numérique soit accessible. Or, pour moi, c'est l'ancien économiste qui parle. Alors, est-ce qu'on est un jour ancien économiste? J'en sais rien. Mais je me dis, il y a un gaspillage quelque part d'argent public, parce qu'on a aujourd'hui des outils inaccessibles qui finalement empêchent un salarié d'exercer son métier comme un autre. Alors que ça devrait être l'inverse. Le numérique, normalement, est censé ouvrir des portes, à la possibilité, en tous les cas, d'ouvrir des portes en termes d'emploi. Ça a été le cas, d'ailleurs, pendant un certain temps, au tout début, on va dire au tout début des années 2000, finalement. Le numérique a apporté un certain nombre de facilités pour les personnes en situation de handicap. C'était justement une opportunité d'avoir accès à de l'information qui était plus difficilement accessible, voire pas accessible du tout. Et c'était l'époque où finalement les interfaces utilisateurs étaient extrêmement light, très, très conversationnelles, et où finalement on n'avait pas des fenêtres pop-up qui s'ouvraient dans tous les sens, des vidéos qui apparaissaient à n'importe quel endroit, des photos, etc. Où on n'en était pas encore à des images scannées sans forcément qu'il y ait de la description derrière. Donc oui, ça a été une opportunité au départ. C'est simplement que la numérisation un petit peu débridée et sans régulation par le biais et le prisme de l'accessibilité numérique a en fait retourné cet effet d'opportunité en faisant un handicap supplémentaire. C'est parti très vite et on n'a pas forcément suivi en termes d'accessibilité. Quand Bruno Gendron parle de volonté politique, il y a aussi une réalité technique, technologique quand même. Oui, il y a une réalité technique et technologique. C'est-à-dire qu'il y a nécessité aujourd'hui, d'abord, quand on est dans le monde associatif, comme on l'est quelques-uns d'entre nous, on se rend bien compte que lorsqu'on fait de la sensibilisation autour de l'accessibilité numérique, c'est quelque chose qui reste, et la première question qui était posée était, à mon sens, très importante, c'est qu'en fait, les gens ne se font pas de représentation de ce qu'est quelque chose d'inaccessible. Donc il y a déjà un premier élément. Il y a aussi l'idée, il y a un stéréotype qui demeure, c'est notamment pour les personnes déficientes visuelles, mais pas que, l'accessibilité numérique, Françoise Descancronier l'a rappelé, c'est tout type de handicap, mais pour les déficients visuels, souvent le stéréotype, c'est oui, mais qu'est-ce qui se passe entre l'écran que la personne ne peut pas lire et l'opérateur? Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup à sensibiliser. Après, il y a clairement un problème une question de formation des opérateurs et du web et des outils numériques, des logiciels métiers, parce que l'accessibilité numérique, ça ne s'invente pas. Il y a des connaissances à avoir. Et puis, il y a une implication en termes de formation à la fois initiale et continue.
Et ça va d'ailleurs être le thème, on va beaucoup en parler évidemment tout l'après-midi. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a, Bruno Kubi, comme conséquence, ces problèmes comment on fait pour compenser aujourd'hui? On n'utilise pas forcément finalement la méthode la plus... on est obligé de trouver des astuces, mais ce n'est pas forcément le plus efficace. Non, évidemment, ce n'est pas le plus efficace. Alors, la plupart des personnes vont être équipées en aménagement de leur poste de travail, mais l'aménagement du poste de travail, finalement, lorsque l'on est confronté à des outils qui sont totalement inaccessibles, devient inopérant. Et donc, c'est quelque part de l'argent jeté par les fenêtres lorsque les employeurs publics ne travaillent pas sur les deux volets. Alors, les méthodes, en fait, ce sont des biais. C'est faire des petites modifications des codes sources pour rendre certaines applications pseudo-utilisables ou utilisables sur certains parcours utilisateurs qui seraient, on va dire, les plus utilisés. C'est le recours à de l'assistance humaine tierce. Et on sait à quel point c'est compliqué pour les employeurs publics justement de pouvoir mettre en place ce type d'assistance. Et c'est également compliqué pour les personnes en situation de handicap de se retrouver dans une situation de moindre autonomie. Et puis ensuite, on a quelques dérivés, donc des scripts qui peuvent être mis en place et qui coûtent extrêmement cher et qui finalement sont un petit peu des pansements sur des jambes de bois, puisqu'on a, dès qu'on a une nouvelle version qui est développée par l'éditeur, eh bien le petit script que l'on a mis en place devient inopérant ou n'est plus tout à fait adapté à la nouvelle version. Donc c'est des palliatifs, et ces éléments que l'on choisit doivent être maniés avec le plus de parcimonie possible. Il faut le plus possible aller vers une mise en accessibilité des produits. Ce qu'on appelle de manière native. Alors, de manière native, évidemment, si on est sur du flux, c'est-à-dire sur des nouveaux outils, et puis ensuite, de manière progressive, si on est sur des logiciels ou des applicatifs qui sont déjà installés, aller regarder les nouveaux travaux de mise en accessibilité à faire, et cette fois-ci en étant sur le plan technique. Mais pour compléter ce que disait aussi Bruno Gendron, sur le plan technique, il n'y a pas de frein. Pour prendre un exemple un peu simple, mettre une infobulle sur un bouton ou sur une image, ça, c'est dans tous les outils de développement informatique, vous avez cette possibilité de mettre une infobulle sur un contrôle utilisateur. C'est quelque chose qui est de base, c'est pas un frein, c'est simplement que la personne qui est derrière le clavier et qui est le développeur veut parfois aller vite, parfois n'y pense pas, n'est pas parfois sensibilisé, et c'est là qu'on a le nœud du problème. Entendu. Eh ben, on va évoquer tout cela avec des exemples de personnes qui sont en charge des questions d'accessibilité numérique dans les différents champs de la fonction publique. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Bon, je vous libère. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on va passer à la première table ronde, accessibilité numérique, par où commencer? Là, on va avoir des témoignages de personnes qui s'occupent en fait de toutes ces questions, qui ont des salariés, des agents concernés par les problématiques d'accessibilité numérique, et on va voir comment ils ont fait, ce qui marche pas, etc. Donc, on va appeler Nathalie Denizé pour Pôle emploi, Aurélien Michel pour le ministère de l'Intérieur et Christopher Say pour l'agglomération Nice-Côte d'Azur. Dans le déroulé, on va parler avec chaque intervenant. On va laisser il y aura la possibilité de poser des questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on posera les questions par intervenant. C'est-à-dire que, par exemple, on va débuter avec Nathalie Denizé pour Pôle emploi. Et une fois qu'on aura fini la discussion avec elle, vous pourrez poser vos questions aussi bien dans la salle que sur le chat. N'hésitez pas sur le chat, puisqu'on a un modérateur. On va pouvoir prendre vos questions aussi. C'est bon, tout le monde est arrivé? C'est bon. Ok. Bonjour Nathalie Denizé. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes.
Merci d'être avec nous cet après-midi, d'avoir pris le train, d'avoir bravé le froid, tout ça. Vous êtes responsable du département expertise spécifique et accessibilité à Pôle emploi. Mais d'abord, en quoi est-ce qu'il consiste ce département ? C'est une bonne question. Avant de commencer, je m'excuse, j'ai la voix qui part un petit peu, j'ai une rhinopharyngite, rien de plus, donc excusez-moi si parfois ça fuite un peu. Effectivement, le département expertise spécifique et accessibilité, c'est l'un des départements de la DSI Pôle emploi. On est dans une de nos directions techniques et on a vocation à 90% à peu près de nos activités à prendre en charge les problèmes d'accessibilité et les problèmes de handicap au niveau du système d'information. Voilà. Donc c'est un département qui est constitué à peu près d'une vingtaine de personnes. Et vous n'êtes pas les seuls à traiter les questions d'accessibilité numérique, c'est ça, au niveau de Pôle emploi ? Non, effectivement, nous ne sommes pas les seuls. Pôle emploi s'est engagé dans le chemin de l'accessibilité numérique il y a déjà un certain temps, on va dire. Pour autant, on a bien conscience que le chemin est assez long, il y a encore beaucoup à faire. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que je viens aujourd'hui présenter notre retour d'expérience, en particulier celui de mon département. Mais comme vous le disiez, Laetitia, il y a d'autres entités à Pôle emploi, à la DSI en tout cas, qui s'occupent d'accessibilité numérique. Je veux citer en particulier le département RSE, qui a un pôle accessibilité numérique. Donc ils sont en charge de faire tout ce qui est préparation, co-construction du schéma pluriannuel, des feuilles de route. Ils suivent tous les audits qui sont réalisés, les correctifs qui sont faits suite à ces audits. Ils diligentent aussi des audits externes. Ils rédigent les déclarations d'accessibilité. Ils suivent également tout ce qui est dans les clausiers au niveau des marchés, toutes les clauses accessibilité. Donc voilà, il y a déjà ce département avec ce pôle accessibilité numérique qui est dédié. Il y a un autre département qui est très important aussi qui s'appelle le studio. Donc eux font notamment du design d'interfaces. Ils réalisent des interfaces graphiques et ils fournissent à nos fabricants des maquettes accessibles. Voilà, donc ce sont vraiment, on est un petit peu un triptyque de 3 départements vraiment très orientés en appui, de nos lignes produits et de nos équipes de fabrication. Et puis il y a un autre département pour clore ce sujet que je vais citer également, enfin d'autres départements puisqu'ils sont 7 à avoir la même activité, on va dire. Ce sont les supports et déploiements de proximité qui sont quelque part les représentants de la DSI sur les territoires et qui vont exercer les actes de proximité auprès de nos directions régionales. Donc c'est vraiment, très complet. C'est très complet et j'insiste sur le fait que c'est vraiment un facteur de réussite. Je pense d'avoir pu constituer des équipes qui sont dédiées ou très investies sur le sujet et qui collaborent pleinement. Alors, en termes d'accessibilité numérique, est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous avez pu mener comme type d'action pour vos salariés en situation de handicap ? Oui, bien sûr, on agit sur 3 champs d'intervention. Donc le premier concerne les aménagements des environnements informatiques. Donc on met en place des aides techniques, logiciels, matériels en fonction des handicaps et des problématiques de la personne. Pour vous donner un exemple, pour une personne non-voyante, donc un lecteur d'écran à minima et une plage braille. Donc le lecteur d'écran qui va lire l'écran à la place de l'agent et qui va lui restituer le contenu via la synthèse vocale ou un périphérique braille. On met en place des services adaptés. Autre exemple, pour une personne sourde, on dispose d'un service à distance qui permet de faire de la visio-interprétation en langue des signes française, de la transcription en texte ou du visiocodage LPC, langage parlé complété. Donc ça va permettre à la personne d'échanger avec son collectif de travail, avec les usagers s'il a dans ses missions d'être au contact du public, etc. Et dans des entretiens, au téléphone, en visio, en présentiel, dans des séminaires, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. Et par rapport à ces aménagements, donc on prend en charge de l'expression des besoins et de la qualification de ces besoins sur la base de préconisations médicales jusqu'à la mise en œuvre des solutions techniques ou des services adaptés et à la formation de nos agents.
Donc ça passe par, évidemment, parfois de la recherche de solutions sur des problématiques bien particulières, de l'ingénierie technique, de l'installation. Et là, ce sont les départements dont je parlais tout à l'heure, nos supports et déploiements de proximité qui agissent dans les régions. Et puis, évidemment, le support technique. Fournir un lecteur d'écran, par exemple, à des personnes non-voyantes, ce sont des solutions standards, mais au niveau de Pôle emploi, vous allez utiliser ce qu'on appelle des logiciels métiers. C'est facile de trouver les solutions, d'adapter, de faire fonctionner tout ça ensemble? Facile, ça dépend des situations. Quelles sont les principales difficultés, je dirais? Facile, ça dépend des situations. On a parfois des demandes qui nous arrivent effectivement avec des problématiques très particulières. On dispose de marchés sur lesquels on a des solutions qu'on peut utiliser au quotidien. Parfois, on nous interpelle sur des situations qui sont un petit peu hors normes par rapport à ce qu'on a l'habitude de traiter. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait vraiment une gestion individualisée. C'est-à-dire que malgré ces catalogues de matériel logiciel dont on dispose et qu'on peut proposer à nos agents, évidemment, chaque cas est particulier. Et quand on va recevoir, être saisi d'une situation, on va de toute façon chercher la meilleure solution, quitte à s'éloigner des marchés et des catalogues qu'on connaît de base. Alors, vous m'avez dit qu'il y a 3 axes de travail. Oui. Vous avez développé vraiment le premier. Est-ce qu'on peut évoquer les autres? Le second, c'est la prise en compte du RG2A, donc du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Ce travail, on le fait auprès de nos équipes fabricantes selon 3 axes. Le premier, c'est la résorption de la dette, donc mettre en conformité les applicatifs métiers, les sites web qui sont en défaut, on va dire. Le second, c'est d'accompagner nos équipes pour faire en sorte que les nouveaux produits embarquent l'accessibilité et cette exigence, les règles du RG2A de façon intrinsèque. Et puis le troisième, c'est faire en sorte que tout ça soit maintenu, le niveau de conformité soit maintenu quand il y a des évolutions fonctionnelles, des correctifs qui interviennent sur ces applicatifs. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, mais en termes de bénéfices, il y en a évidemment pour les agents et aussi pour les usagers. Oui, bien sûr. Le RG2A s'applique à nos applicatifs métiers, à l'usage de nos agents, comme aux sites web qui sont proposés à nos usagers. Donc évidemment, ça bénéficie à tous. Une forme de ruissellement, en fait. Oui, on peut parler de ruissellement si on veut, effectivement, parce que tous les process qui sont mis en place, les workflows qui permettent, aux différents départements que j'ai cités, le nôtre, mais également le département RSE et le département studio de fonctionner, tout ça, ça bénéficie évidemment à l'appui de l'ensemble des lignes fabricantes, qu'elles soient à l'origine de produits destinés à nos agents ou à nos usagers. On s'est focalisé là sur les personnes en situation de handicap employées au sein de Pôle emploi. Peut-être un petit mot quand même des questions d'accessibilité numérique pour les usagers, pour les personnes qui font appel au service Pôle emploi. Oui, tout à fait. Alors pour nos usagers, j'irais faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est inscrit dans le plan stratégique Pôle emploi. Et donc, du coup, on a pris des engagements dans le cadre de notre plan pluriannuel, celui qui se termine cette année, sachant que le prochain, 2023-2025, est en cours de construction à l'heure actuelle. Et on avait notamment pris l'engagement de rendre les services essentiels aux demandeurs d'emploi de Pôle emploi.fr, notre site principal, accessible à minima à 75%. Donc ça a été fait pour les services aux demandeurs d'emploi, c'était évoqué d'ailleurs tout à l'heure, donc l'inscription, l'actualisation, etc. On continue à travailler dans cette voie, puisqu'on adresse maintenant des services offerts aux employeurs, notamment le dépôt d'offres en ligne. Et puis on commence également à travailler sur le RAM pour les applications métiers. Donc tout ça va venir dans les années qui suivent. Merci beaucoup Nathalie Denizet. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe aux questions? Juste, si je peux ajouter un petit quelque chose, c'est par rapport à nos agents, tout ce que ça peut leur apporter, ce qu'on met en place. L'autonomie, déjà dans un premier temps, c'est très important. Ça leur amène également la possibilité d'exercer des activités, des missions qui sont, en phase avec leurs compétences, leurs connaissances et puis leurs aspirations aussi, en limitant au maximum les freins qui sont inhérents au handicap.
Ça leur permet aussi de démontrer leur rapport de valeur au sein des collectifs, au sein des équipes. Donc ça, c'est excessivement important. Et puis, plus simplement, je dirais, ça leur permet d'avoir une évolution de carrière comme tout à chacun. Donc voilà, c'est excessivement important, tout cet aspect-là pour nos agents. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions, si vous en avez dans la salle. Allez. Bonjour, je m'appelle Pierre Maragou, je travaille au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, je suis chargé de projet européen. Et du coup, je voulais rebondir sur deux points. Le premier, vous l'avez dit, madame, en conclusion, c'était l'importance de ce sujet pour l'évolution de carrière. Donc ma question, c'était de savoir comment est-ce que vous associez les agents en situation de handicap sur cette question de l'accessibilité numérique, peut-être au niveau des tests, peut-être au niveau des priorités en matière d'accessibilité au logiciel. Et puis, deuxième question, vous avez beaucoup parlé de la formation au RGA, qui est un sujet important parce que ça rejoint à la fois la question des applications internes et des sites externes. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus précisément comment vous diffusez cette formation au sein des équipes? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas former tout le monde ou pas au même niveau. Mais donc comment est-ce que ça fonctionne, selon quel planning et quelle progression? Merci. Alors pour reprendre votre première question, effectivement, les agents en situation de handicap, il y a un aspect que je n'ai pas évoqué là, mais on fait également des scripts. Ça a été évoqué, je crois, par l'un des précédents intervenants. On fait des scripts, notamment pour le lecteur d'écran NVDA, et on les fait intervenir, évidemment, pour effectuer les recettes, les tests des scripts qui sont développés. Ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis un grand nombre d'années. Autre moyen de les intégrer, et ça, c'est quelque chose qui va probablement démarrer en 2023, on va faire en sorte d'avoir, lors des phases de recettes, des livraisons mensuelles de nos systèmes d'information, on va faire en sorte d'avoir des agents en situation de handicap, différents types de handicap, qui puissent intervenir là aussi en phase de recettes. Donc les scripts qui leur sont dédiés d'une part, et puis beaucoup plus généralement, et c'est ça qui va arriver l'année prochaine a priori, ça va être de faire en sorte qu'ils soient là et qu'ils puissent tester avec leurs aides techniques les produits, les nouveautés, les mises à jour, etc., qui sont livrés lors de nos versions mensuelles. Et j'ajouterais, en ce qui concerne notre département, qu'on a aussi une autre façon de les intégrer, puisqu'on a dans nos rangs, à l'effectif du département, des personnes en situation de handicap, notamment une personne non-voyante qui travaille pour nous à 50% et qui est à la production Pôle emploi-service par ailleurs, et qui intervient pour faire du support auprès des autres agents non-voyants, qui intervient aussi pour qualifier les besoins d'évolution, les manquements en termes d'accessibilité. Et c'est une ressource qui nous est très précieuse. Voilà. Donc à la fois au cœur de notre dispositif et à la fois dans les phases de recettes et de tests. Et pour votre deuxième question, la diffusion de la formation au sein des équipes, c'est vrai que là aussi, je pense que c'est un facteur de réussite d'offrir un panel relativement large. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, les classiques formations que pour beaucoup d'ailleurs on a construites en interne pour les adapter, je dirais, à nos propres environnements. Mais au-delà de ça, il y a évidemment des sensibilisations, il y a beaucoup de communication. On propose par exemple des choses un petit peu particulières comme des ateliers techniques en format court qu'on réalise pour répondre aux besoins spécifiques d'une équipe qui va avoir une problématique technique. C'est un format de 2 heures, donc c'est relativement facile, je dirais, à inclure dans le planning d'un sprint pour les équipes de développement. Et pour nous, le fait que ça soit un format court nous permet d'avoir une meilleure réactivité pour offrir ce service-là. On propose aussi d'intégrer en immersion dans notre département des développeurs qui viennent chez nous, on les acculture à la culture accessibilité, RG2A. Ils font du développement chez nous, on les suit, donc voilà, ils montent en compétences pendant une immersion de 3 mois et quand ils retournent dans leurs équipes, ils ont la capacité à essaimer aussi la culture accessibilité. Et puis on utilise beaucoup le canal webinaire.
C'est quelque chose, là aussi, ce sont des formats courts qui sont ouverts à un grand nombre de personnes à la DSI. Le mois de février a été dit le mois de l'accessibilité numérique à Pôle emploi, à la DSI Pôle emploi cette année. Il y a eu des webinaires toutes les semaines sur des thématiques aussi diverses que l'accessibilité des documents, que le développement accessible ou les aides techniques. Et ça s'est terminé par un point d'orgue qui était un challenge. Et on a réussi à mobiliser une bonne centaine de personnes de la DSI, de développeurs, de concepteurs, qui ont participé dans le cadre de ce challenge, constitué en petite équipe éphémère, donc à des exercices pour voir un petit peu ce qu'ils avaient retenu de ce mois de l'accessibilité numérique. Donc vous voyez, c'est multiforme et je pense que ça aussi c'est un facteur de succès que de pouvoir diversifier son offre. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nathalie Denizet? Alors on a une question du chat. Bonjour, je suis ergonome dans la fonction publique territoriale. Pour les agents porteurs de déficiences visuelles, je mobilise les prestations d'appui spécifiques PAS auprès d'experts en basse vision pour avoir un bilan complet de la situation de la personne et identifier plus précisément les besoins de compensation. Du coup, j'aimerais savoir si l'aménagement de poste peut-il être optimal. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Oui, voilà. Je m'excuse. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que... il veut savoir si ça fonctionne, si tout fonctionne en fait, c'est ça, si un aménagement de poste peut vraiment être, si l'agent peut être opérationnel de A à Z quand il est déficient visuel, c'est ça ou pas? Oui, je pense. Alors si c'est ça, oui, je confirme, on peut tout à fait. On a des agents déficients visuels chez nous qui reçoivent du public. Je veux dire, il n'y a pas réellement de limite. Moyennant le fait qu'on a su mobiliser l'intégralité de ce que je vous ai expliqué, l'aménagement de poste, la conformité RG2A le plus possible et éventuellement des scripts pour compenser quand on n'a pas le choix et pour permettre d'optimiser l'accessibilité offerte par le RG2A, je dirais de façon plus générale. Donc oui, effectivement, on a des collègues qui travaillent tout à fait normalement. Est-ce qu'on a une autre question ? Bonjour, Denis Boulet de la Fédération des aveugles de France. C'était une question, Madame Denizet, bonjour, et je pourrais la poser à vos deux personnes qui vous accompagnent. Ça concerne les documents bureautiques en téléchargement de type PDF. Première question, j'imagine que le site Pôle emploi et les sites Pôle emploi peuvent en diffuser un certain nombre. Et ma question, c'est face à la volumétrie, comment pouvez-vous assurer, comment gérez-vous en fait la mise en accessibilité de ces documents qui peuvent être très problématiques pour les utilisateurs au final? Le fait est que c'est compliqué, comme vous dites, vu la volumétrie. Maintenant, il y a des kits, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises à disposition des contributeurs, justement, pour leur expliquer comment produire des documents accessibles. Donc là encore, ça passe par la pédagogie, la formation, la culturation, et puis essayer progressivement de refaire ces documents. Mais comme vous le dites, la volumétrie est très importante, donc c'est quelque chose qui sera un travail de longue haleine. Oui. C'est bon ouais, c'est parce que je ne m'entendais pas. Oui, Bruno Picard, donc directeur délégué au FIP pour les employeurs publics et partenaires nationaux, et par ailleurs sur la question de l'accessibilité numérique. On a eu l'occasion de travailler ensemble, donc je voulais juste le rappeler parce que c'était quand même le point de départ de ce qu'on a commencé à construire sur l'accessibilité numérique avec la prise en charge financière de ce que vous avez fait sur les scripts NVDA. Et donc c'était, je dirais, le point de départ. D'ailleurs, le PowerPoint de Pôle emploi, je l'utilise, vous m'excuserez, je ne vous ai pas reversé le droit d'auteur. On l'utilise régulièrement par rapport effectivement à nos autres employeurs publics pour montrer que quand on construit une démarche sur la question de l'accessibilité numérique, et il y a des choses qu'on peut effectivement développer et mettre en œuvre. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus, parce que la commission d'accessibilité numérique, dont Françoise Descamps-Grenier a parlé tout à l'heure, elle a pour but justement de construire une espèce de jurisprudence sur la question de l'accès justement au numérique. Et moi, j'insiste beaucoup, et je l'ai redit à Antoine Cao qui est là, et à d'autres, sur l'aspect vraiment agent. Puisque nous, notre démarche au FIP, c'est vraiment une démarche agent, même si on ne néglige pas la démarche usager. D'ailleurs, des aides qu'on a sur le numérique, il y en a pour les usagers et il y en a aussi pour effectivement les agents. Mais il nous semble que le grand chantier de demain, c'est vraiment l'accessibilité numérique pour tous les agents, quel que soit d'ailleurs, ça a été dit, le type de handicap. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment qu'on appuie. Et je pense qu'on a besoin de vraiment développer ces questions-là.
Et vous êtes un point d'appui, je tiens à le dire. Le ministère de l'Intérieur est aussi un autre point d'appui. J'ai moins l'occasion de travailler avec Nice, puisqu'on est plutôt sur le niveau régional. Donc ça sera aussi intéressant. Mais ça, c'est une piste que j'ouvre, hein, qu'on mutualise ce qui se passe aussi en région là-dessus, puisque j'ai redit à nos directeurs territoriaux au handicap qu'il y avait besoin qu'on ait cette dimension accessibilité numérique dans les conventions aussi qu'on fait en région. Et que ça serait intéressant que ça nous remonte pour qu'on mutualise l'ensemble des expériences. Donc voilà ce que je voulais dire, mais je pense qu'on est maintenant sur quelque chose qui est en train de grandir et qu'on a besoin de continuer à pousser les choses. Donc je me permettais de le dire très amicalement, très sincèrement. Merci. Et ça me fait penser quand même à une petite question. Vous parliez de faire des scripts, etc., donc de trouver des solutions, enfin d'adapter. Est-ce qu'il y a assez de personnes qui ont les compétences, qui ont les connaissances pour scripter ? C'est facile à trouver des... Alors c'est bien que vous posiez la question, parce qu'effectivement, faire des scripts, ça coûte cher. Du moins, ça coûtait cher. Ça demande des compétences de développement qui sont quand même assez pointues, c'est très spécifique, etc. Et donc, il y a quelques années, avec un de nos partenaires, la société Access Solutions, l'idée a émergé de faire un outil qui s'appelle Web Access for NVDA, qui est une sorte d'outil basé sur un macro-langage qui permet de faire des scripts de façon rapide, sans nécessiter des compétences de développement particulières, etc. Et c'est un outil qu'on utilise nous beaucoup aujourd'hui, qui nous permet d'accélérer notre production de scripts. C'est un outil qui a été cofinancé par le FIPHFP, donc je le souligne également, et dont Antoine Cao s'est fait le porte-voix il y a quelques années, et je le remercie encore parce que c'était une belle expérience et ça a permis, je pense, de booster, en tout cas chez nous, la production de scripts. C'est un produit qui est open source, donc il est à disposition pour d'autres employeurs publics, évidemment. Eh bien, on va vous remercier. On prend une dernière question. Il y a une dernière question ou pas ? On peut passer à la suite ? Ok. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie Denizet, d'être venue témoigner et de partager votre expérience et votre expertise. Ah bah oui, allez. On va peut-être discuter avec Aurélien Michel, si vous le voulez bien. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes référent accessibilité numérique au niveau du ministère de l'Intérieur, si je résume bien. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que déjà je peux vous demander justement peut-être de présenter votre fonction, comment ça fonctionne, comment ça marche ? Oui, donc référent accessibilité numérique, bonjour à toutes et à tous. Pour le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, donc ça consiste essentiellement à se faire le porte-parole du sujet sur l'ensemble du ministère. Donc ça va consister à animer un réseau d'autres référents qui sont répartis dans tout l'ensemble du ministère, puisqu'on est répartis en plusieurs directions. On a les mêmes objectifs et les mêmes difficultés que Pôle emploi et partout ailleurs dans l'administration, mais on n'est pas forcément organisé de la même manière. Donc on a plutôt des petites équipes de pilotage, on va dire, des personnes qui vont être désignées comme référentes, dont je fais partie, qui sont censées sensibiliser les différentes personnes qui sont avec elles sur le numérique et aussi en faire de la remontée d'informations, travailler et dialoguer avec d'autres acteurs comme le FIP ou la DINUM par exemple. Et nous, on a eu un petit peu la démarche inverse de Pôle emploi, c'est-à-dire qu'on est parti plutôt de l'usager et maintenant on commence à travailler au profit des agents. Donc on a essentiellement eu des actions qui ont été menées durant les dernières années sur nos démarches à destination du public. Donc ça ne concerne pas l'ensemble du ministère. On s'était essentiellement concentré sur les démarches qui sont justement dans l'observatoire de la DINUM. Et on part de cette base, donc de base de directions qui sont déjà sensibilisées au sujet, qui ont déjà rencontré des difficultés à mettre en œuvre l'accessibilité numérique, qui ont déjà des compétences. Et on part de cette base-là comme un bon point de départ, on va dire, pour traiter le sujet au profit de nos agents qui sont en interne. On en profite évidemment pour généraliser ça à l'ensemble du ministère. Et de cette base de travail, on dégage évidemment quelques difficultés rencontrées qui sont un manque de compétences. Ce manque de compétences au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, il est notamment compensé par le fait qu'on passe par beaucoup de prestataires externes. C'est-à-dire qu'on internalise assez peu finalement les personnes qui travaillent sur nos outils. On a beaucoup de prestataires différents. On se retrouve avec un nombre assez impressionnant d'équipes différentes qui peuvent travailler parfois sur le même outil. Donc il y a tout ce pilotage à gérer.
on n'a pas forcément vocation actuellement à internaliser les compétences en matière de numérique ou d'accessibilité numérique. Donc il faut qu'on travaille évidemment avec le secteur privé pour que la prise en compte des objectifs d'atteinte de 100% de conformité au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité soit prise en compte dans les cahiers des charges, que ce soit pour les outils qui sont déjà existants et qu'on doit du coup mettre aux normes, ou pour les nouveaux outils qu'on est en train de faire développer, ou dans le cas de grosses refontes, c'est-à-dire qu'on a déjà un outil existant, mais on est en train de le refaire à zéro. Dans ces cas-là, on vise d'emblée évidemment le 100% de conformité au RG2A. Ça est compensé évidemment par quand même des formations en interne qui sont prévues et qui devraient commencer d'ici le début de l'année prochaine, puisqu'on a quand même des personnes qui gèrent notamment les aspects, on va dire, de design de nos outils. On a également quelques personnes qui font quand même de la maintenance, par exemple, de nos intranets, etc. Donc ces personnes-là, évidemment, elles doivent aussi être formées. Le défaut de compétences, il concerne aussi les recrutements, puisque aujourd'hui, quand on recrute, que ce soit un ingénieur ou un développeur, ou même des designers, peu importe, ou des personnes qui vont rédiger des textes, tout simplement, que ce soit des articles à publier sur nos sites ou des PDF, par exemple, quand on diffuse des notes, etc., il faut aussi que ce soit accessible. Toutes ces personnes-là, quand on les recrute ou quand on les forme, donc, alors surtout pour les recrutements du coup, eh bien, on remarque qu'elles ne disposent pas forcément des compétences ni même de la sensibilisation de base qu'on pourrait attendre, en tout cas dont on a besoin. Et donc, on va engager aussi des discussions avec des universités, des écoles, pour que ce besoin de compétences soit intégré justement dans les cursus scolaires et de formation. Donc voilà, donc ça c'est des partenariats également à développer. Évidemment, dans les difficultés, il y a des problèmes de difficultés budgétaires, surtout quand vous avez des milliers et des milliers d'outils à mettre en accessibilité numérique. Donc là, c'est là qu'on est bien content d'avoir des acteurs comme le FIP ou la DINUM qui peuvent soit venir nous apporter des prestations gratuites, qui peuvent être des accompagnements concrets à la mise en accessibilité ou des formations, et aussi des aides pour que nous, on puisse financer de notre côté en interne de la mise en accessibilité. Voilà. Alors, on a bien vu les difficultés. Rassurez-moi, il y a des choses aussi qui fonctionnent bien, qui avancent dans le bon sens, quoi. Par exemple, vous avez beaucoup travaillé sur le recensement des besoins ? Alors, évidemment, pour commencer à travailler, on a besoin de savoir d'où on part. Donc ça, c'est essentiellement effectivement du recensement des outils et du recensement des besoins en formation. Donc pour mener à bien le plan de formation qu'on a prévu, il faut qu'on connaisse l'ensemble des personnes qui vont être concernées. Donc ça a été fait, c'est encore un petit peu en cours, puisqu'évidemment, tout le monde ne répond pas forcément à l'heure. Et les formations et le catalogue de formation interne va être mis à jour là dans le mois de décembre. En ce qui concerne les outils, ça prend un petit peu plus de temps. Ce qui est important pour nous au niveau des outils, en plus de juste connaître un petit peu tout notre parc informatique, c'est aussi d'avoir une capacité à bien le comprendre pour pouvoir faire un peu de priorisation. Et surtout peut-être aussi un peu rationaliser, puisque dans une grande administration comme le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, on se retrouve vite avec plusieurs outils qui font la même chose, sauf qu'elles ne sont pas pilotées par les mêmes entités. Et donc ça peut être intéressant à ce moment-là de décider peut-être de mutualiser un petit peu les travaux, les équipes, les compétences, plutôt que de refaire 50 fois le même travail. Et comme ça on gagne de l'argent et du temps. Et vous parliez justement au ministère de l'Intérieur, des Outre-mer, vous avez aussi la police et la gendarmerie, si je ne me trompe pas. Pour obtenir une harmonisation, on s'y prend comment ? Alors, on peut pas... On essaye de faire en sorte qu'ils ne se battent pas déjà. Non. Il y a, alors blague à part, la petite concurrence qui peut exister, mais qui reste encore gentille entre la police et la gendarmerie, peut être aussi un moteur des fois. Si l'un fait quelque chose de bien, l'autre va avoir envie de se rattraper. Mais en fait, de manière générale, au ministère de l'Intérieur, on met en contact les gens, on essaie de faire en sorte que tout le monde se parle, ce qui n'est pas forcément évident. Je rejoins un petit peu les propos qui ont été évoqués tout à l'heure sur le fait qu'il faut encore travailler sur la culture dans l'administration, sur le travail ensemble, qui n'est effectivement pas du tout une habitude, on est plutôt dans des silos. Donc tout simplement on les fait se rencontrer, il y a forcément des bonnes pratiques ou des initiatives qui émergent à droite, à gauche, qui peuvent être reprises, et en tout cas nous on encourage ça. Donc voilà, donc c'est essentiellement par le dialogue.
Aujourd'hui, un fonctionnaire au ministère qui soit a un handicap, soit qui devient handicapé, c'est facile pour lui d'obtenir ce dont il a besoin en termes d'accessibilité numérique. Ça demande une évolution de poste, on peut le maintenir dans son poste. Je sais que c'est large comme question, mais au final, c'est un peu l'enjeu de ces questions d'accessibilité numérique aussi. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin de devenir, de passer d'une situation de non-handicap à une situation de handicap pour être en difficulté au sein du ministère de l'Intérieur, malheureusement. On a beaucoup, en fait, de nos environnements numériques de travail qui ne sont pas adaptés. Justement, on doit travailler là-dessus. C'est l'intérêt de la politique qui a été mise en œuvre, enfin, qui commence à être mise en œuvre là cette année et qui va se poursuivre sur les 2 ans qui viennent, puisqu'on a fait c'est intégré à notre schéma pluriannuel, donc 2022-2024, et puis quand on arrivera en 2025, on rebattra un petit peu les cartes. Mais à l'heure actuelle, effectivement, les environnements de travail sont assez difficilement accessibles. Donc il y a des roustines, ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire soit on essaye de trouver d'autres logiciels qui peuvent venir accompagner, ou alors on essaye de voir s'il n'y a pas des petites modifications qui peuvent être faites sur le coup, mais essentiellement, c'est vrai que le gros du travail va être à mettre en œuvre sur les outils, on va dire, prioritaires, qui seront identifiés en début d'année prochaine pour que ce soit convenable. L'idée aussi derrière ce dont je parlais tout à l'heure, d'éviter d'avoir 50 logiciels qui font la même chose, c'est si vous n'avez qu'un seul logiciel à gérer, et en même temps qui est connu dans votre ministère, qui soit utilisé dans une ou une autre direction, c'est plus facile, si la personne veut faire un peu de mobilité professionnelle, de passer d'un poste à l'autre s'il se retrouve avec le même environnement de travail. Oui. Effectivement, oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe aux questions? Non, je pense qu'on peut passer aux questions. Merci. Oui, Aaron Legal pour la DINUM. Merci pour cet exposé. Est-ce que, à l'occasion de l'Innovaton que le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a tenu récemment, vous avez eu des retours des agents présents sur les côtés accessibilité numérique que vous aviez pu évoquer dans cet Innovaton, qui est un hackathon d'innovation? Oui, donc qui a été conduit la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai un petit peu de souci avec les dates. Effectivement, on a eu un genre de hackathon sur 3 jours, durant lequel l'accessibilité numérique a été évoquée sur les différents sujets qui étaient concernés. Et à cette occasion-là, j'ai eu justement des retours notamment des personnes de la police nationale qui prend le sujet très à cœur dernièrement, et qui nous racontait que, déjà pour eux, il y a un enjeu assez fort au niveau de la police. Alors j'imagine que du côté de la gendarmerie, c'est la même chose. Mais quand vous avez un agent qui est blessé, l'idée, c'est de quand même pas forcément le sortir tout de suite de son activité professionnelle et de le laisser quand même travailler avec justement des environnements auxquels il peut avoir accès malgré ses blessures, par exemple. On a aussi une prise en compte de l'accessibilité numérique pour le dialogue avec les usagers, puisqu'on a de plus en plus en fait, d'outils qui sont utilisés à la fois pour l'usager, mais qui vont avoir un versant du côté agent. Donc, tant qu'à faire, autant traiter tout de suite l'accessibilité numérique des deux côtés. Et de manière générale, du coup, on va dire, pour les chefs de projet, la prise en compte de l'accessibilité numérique, elle se fait petit à petit, un peu par curiosité, parce qu'ils se retrouvent effectivement avec une mention quelque part dans leur cahier des charges pour que l'accessibilité numérique soit prise en compte dès le début dans leur projet ou dans les travaux de modification qu'ils font. Par contre, ils ont des soucis d'information, c'est-à-dire qu'ils reviennent souvent vers nous en nous disant « Bon, d'accord, on a des objectifs, mais on ne sait pas trop de quoi ça parle exactement, comment on fait. » Donc là-dessus, on a aussi du travail à mener, avec notamment des clauses communes un petit peu plus explicites, et aussi toujours travailler sur la communication et l'information sur les enjeux concrets. Il y avait une autre question, je crois, dans la salle. Oui.
Oui, bonjour à toutes et tous. Bonjour Monsieur Michel. Je suis agent au ministère de l'Intérieur en administration déconcentrée. Et moi, j'aimerais connaître l'organisation actuelle au sein de notre administration pour les marchés publics. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail important à faire dans ce sens pour que le RGA occupe la même place que le RGS ou d'autres référentiels dans les marchés publics? Alors ça, c'est ma première question. La seconde, il existait il y a quelques années un panel d'utilisateurs qui pouvait remonter les difficultés qui pouvaient être rencontrées dans notre très grande administration. Je crois que le périmètre gendarmerie, police et administration déconcentrée, c'est autour de 250 000 personnes, si je ne me trompe pas. Ça fait beaucoup de monde. Et j'aimerais avoir une réponse sur ces deux questions. Merci. Oui, alors merci pour vos questions. Alors concernant les marchés, donc déjà on attend que la direction des achats de l'État finalise le marché qui est en cours de construction pour pouvoir à nouveau contractualiser des audits ou même des prestations. On espère que ça arrive avant la fin de l'année. Sinon, le marché de 2022 va s'appeler le marché de 2023. C'est pas très grave. Sinon, en interne, comme je le disais, en fait, le gros souci du ministère de l'Intérieur, c'est que comme toutes les directions ont beaucoup d'autonomie, généralement, les marchés vont être plus locaux. Donc, il n'y a pas de marché pour l'ensemble du ministère actuellement qui existe sur le sujet. Donc, on va plutôt avoir, en fonction des directions, donc je ne sais pas exactement où vous vous situez. Donc, je ne sais pas si votre direction à vous a un marché propre. Si elle n'en a pas, eh bien, effectivement, ce serait plutôt au référent accessibilité de votre direction de sensibiliser à ce sujet auprès des personnes qui font du numérique chez vous. On a tout de même les aides du FIPI-HFP qui vont nous permettre de venir aider justement les différentes directions à souscrire à des prestations. Voilà. Donc ça, c'est pour la première question. Pour votre deuxième question, concernant le panel d'utilisateurs pour faire les remontées, pour faire les retours sur d'éventuels problèmes ou pour des suggestions, c'est prévu qu'on essaye alors je ne sais pas si on va reconstituer exactement la même chose qu'avant. Mais en tout cas, ce qui est prévu, c'est qu'on essaye de plus travailler avec, en tout cas, nos agents qui sont en situation de handicap. À l'heure actuelle, on essaye déjà de s'organiser entre nous au niveau des personnes qui ont été désignées, parce qu'il y a une petite bataille, on va dire, réglementaire à mener avant de pouvoir vraiment commencer à travailler sur le sujet. Une fois que, on va dire, tout ce qui est texte sera réglé, on pourra commencer effectivement à mener des travaux. On aimerait beaucoup que, justement, l'ensemble, sur le volontariat, les agents handicapés du ministère puissent justement participer aussi aux sensibilisations, puisqu'ils sont quand même directement concernés, que ça marche très très bien, on le sait, de faire de la confrontation en quelque sorte de situation pour les personnes qui, de prime abord, ne conçoivent pas trop l'intérêt de faire de l'accessibilité numérique malgré tous les arguments qu'on peut leur apporter. Essayez aussi de vous inclure dans les discussions, ça a été demandé par la Première ministre également. Il n'est pas question de vous laisser évidemment à l'écart quand on va commencer à travailler concrètement sur les sujets. Une question du chat. Est-ce que davantage de mutualisation de logiciels entre les ministères pourrait être un levier de progrès en matière d'accessibilité? Alors oui. La question qui se pose à chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose entre plusieurs administrations, c'est mais qui va piloter Et ça, je ne peux pas y répondre. On parlait de l'importance des agents en situation de handicap pour participer aussi bien aux tests, aux audits, etc., ou du moins pour faire comprendre ce que ça représente l'accessibilité numérique. Mais pour autant, ces agents-là ne sont pas forcément des spécialistes informatiques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... il faut les deux leviers, il faut les deux parties, sinon ça ne peut pas marcher sur l'accessibilité numérique. Ah oui, bien sûr. Le but, si on organise des tests avec des utilisateurs, alors qu'ils soient d'ailleurs en situation de handicap ou pas, parce qu'il faut les deux publics quand même,
c'est qu'évidemment ça se fasse essentiellement directement auprès des équipes techniques qui réalisent. Donc chez nous on a l'Agence nationale des titres sécurisés par exemple qui s'est montrée très récemment intéressée par ce type de test. Donc je n'ai pas de date exactement à partir de quand ces tests vont commencer, mais petit à petit on va dire que cette possibilité commence à être dans les esprits, donc il faut le temps effectivement que l'acculturation se fasse. Dès que les premiers tests vont se faire, je pense qu'il y aura un élan, en quelque sorte, quand les gens vont commencer à voir qu'effectivement ça a un intérêt. Donc c'est juste une question de temps, je pense, avant que ça se généralise, mais je suis assez confiant là-dessus. Entendu. Est-ce qu'on prend une dernière question ou pas? Enfin, est-ce que il y en a plus? On enchaîne? Entendu. Eh bien, merci beaucoup, Aurélien Michel, d'être venu témoigner. Merci à vous. Et on va pouvoir échanger avec Christophe Hersey, responsable de service direction du bien-être et santé au travail, au dialogue social, groupe handicap. C'est toujours long ces titres, mais c'est précis au moins. Et maintien dans l'emploi donc pour la métropole Nice-Côte d'Azur. Merci beaucoup d'être venu à Paris cet après-midi pour témoigner en fait. Déjà, vous, de par votre fonction, c'est vous qu'on sollicite, tous les salariés en situation de handicap vous sollicitent. Et les questions d'accessibilité numérique, elles sont arrivées il y a combien de temps? Il y en a beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup donc, de m'avoir invité pour les amis du FIP. Effectivement, alors pour faire simple pour le titre, je suis le responsable de mission handicap. Voilà, oui, j'aurais pu faire plus simple. Oui. Voilà, ça c'est unanimement partagé, c'est connu. On comprend, oui. Oui, effectivement, c'est arrivé il y a quelque temps. Alors, j'ai honte, pour être honnête, tant qu'on n'a pas mis le nez dedans, on croit que qu'il n'y a aucun problème. Perso, depuis des années que je travaillais au sein de la mission handicap avec des collègues déficients visuels, non-voyants, j'imaginais que le lecteur d'écran, la synthèse vocale, les raccourcis clavier, c'était magique. Alors ça, c'est de la science-fiction. C'est le monde de Narnia. Ouais, tout est faux. En fin de compte, c'est à un moment donné, et pourtant j'en ai aménagé des postes de travail, déficients visuels ou déficients moteurs, donc là c'est pour la partie sensibilité fine, et pour trouver la petite case à cocher dans le petit tableau totalement inaccessible dans le coin qu'on ne voit pas en plus. Mais les applications, je ne m'y étais jamais inquiété jusqu'il y a peu de temps. Je savais qu'il y a les CAPTCHA, les anti-robots, c'était problématique. Ça, oui, il n'y avait pas de souci. Mais bon, on peut toujours aider quelqu'un, même si ce n'est pas satisfaisant, à passer le barrage de l'anti-robot. Et jusqu'au jour, le poteau rose a été découvert. Et là, ça fait mal. Lorsque deux collègues à moi, non-voyants, ont été victimes d'inaccessibilité sur une application du travail. Alors le pire, c'est que c'est l'application des ressources humaines. Bon exemple. C'est souvent le cas. Enfin, ouais, voilà. Et donc les collègues, quand ils sont venus me voir, ils étaient dans l'impossibilité d'utiliser des fonctionnalités de l'application. Alors au début, on n'y croit pas trop. Après, quand on met vraiment le nez dedans, là, on peut même plus se cacher. Alors les listes déroulantes, c'est pas la peine puisqu'il n'y avait pas le titrage n'était pas effectué. Les tableaux, même sanction. Les champs de saisie, on sait qu'il y a un champ de saisie, mais comme il n'y a pas de titre, donc associé au champ de saisie, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Et donc ça, c'était catastrophique. Et la navigation rapide, je ne vous en parle même pas au niveau donc, du sommaire. C'est là où on touche du doigt les problèmes du quotidien des collègues. En gros, pardonnez-moi, je vous coupe un instant, mais là, ça veut dire que vous l'avez découvert parce que vraiment, il y avait un gros problème. Est-ce que ça signifie qu'avant, peut-être les usagers, ce que vous disiez, finalement, on pouvait les aider vite fait, donc ils n'osaient pas faire remonter ce genre de questionnement? Enfin, les agents, je veux dire. Alors, est-ce que c'est de la retenue? Oui. De la retenue.
Pour dire on va pas embêter. D'usage, pour ne pas embêter. Alors c'est vrai que les collègues, ils avaient trouvé des stratégies de compensation. Voilà. Alors les stratégies de compensation, je ne vous raconte pas, quand on a des pages entières et X pages, c'était compter le nombre de pages, compter le nombre de champs et ainsi de suite. Donc c'était un calcul par cœur au quotidien pour pouvoir saisir, faire son travail de, je veux dire, simple référent RH. Donc plein de stratégies de contournement. Et on dit là, c'est pas possible de continuer comme ça. Il fallait vraiment faire quelque chose, quoi. Donc fini la science-fiction, hein, la difficulté, l'inaccessibilité était réelle. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'après, ces collègues-là étaient très bien dans leur poste, ils s'en contentaient. C'est moche de dire ça, mais parce que ailleurs, peut-être que c'était encore pire l'application qu'il allait avoir. Et en fin de compte, c'était je suis désolé, mais c'était un facteur discriminant, hein, dans l'évolution de la carrière. Là, c'est du pratico-pratique à mon niveau. Donc, on a rapidement on a rapidement, autant que faire se peut dans l'administration, hein, le cahier des charges, le marché, donc un audit de ce logiciel donc, de gestion des ressources humaines pour voir on va dire, le degré du mal et les travaux qu'il y avait à réaliser. Je vais tout vous avouer, cet audit a été fait donc, en 2018-2019. Sauvé, on a eu 2 ans où il y a eu plein de priorités à côté. Et donc, on a encore du travail à faire. Mais l'audit est réalisé, on sait qu'il faut se retrousser les manches. Bon, on ne s'est pas arrêté là quand même. Hein. On se dit, si ça touche un logiciel, sûrement qu'il y en a d'autres derrière. Et on a eu l'opportunité, on avait recruté un apprenti. Je ne vous raconte pas ma vie, hein, c'est la vraie problématique, hein, d'accessibilité du quotidien. Hein. On a recruté un apprenti donc non-voyant en licence 3 RH. Et on dit, c'est bien les RH, mais vous allez faire un peu d'informatique. Et je lui ai demandé, c'était moi le chef. Alors je lui ai demandé de me faire un audit d'usage des applications que les agents étaient susceptibles d'utiliser au quotidien. Alors on en avait 19. Alors l'audit d'usage, les applications, c'est simple. Hein. C'est les frais de mission. C'est pour nous le logiciel des marchés publics. C'est les évaluations, le logiciel pour recrutement mobilité, pour candidater sur des circulaires, pour changer de poste au cours de sa carrière. C'était le logiciel pour juste demander un poste informatique, un nouveau logiciel, des choses comme ça. Chez nous, ça s'appelle EasyDesk. Le logiciel pour les délibérations. Enfin, plein de choses comme ça, vraiment du terrain, du concret. Et il m'a fait donc les 19 audits d'usage. Alors j'étais content. On avait 11 accessibles totalement. C'est déjà Banco. Bon, on avait 7 moyennes et une pas du tout. Je crois que c'était l'application RH, pas du tout. Et donc ça, c'était au cours de l'année scolaire 2020-2021. Et à cette occasion-là, on s'est dit, tiens, on va le mettre en axe fort auprès du FIP. Donc l'un des axes de la 4e convention FIP 2021-2023, on s'est dit, montrons qu'on veut quand même essayer de se mettre dans les clous. Et donc on a mis un axe, donc amélioration de l'accessibilité numérique, avec donc bien les items habituels, mais on a décidé de ne pas les laisser lettre morte à ces items. On a essayé de se retrousser les manches, d'aller au charbon et d'impliquer tout le monde pour vraiment répondre à nos engagements, en tout cas permettre aux agents de réduire les problèmes d'inaccessibilité. Je dégage deux points là dans ce que vous venez de nous raconter. D'abord, c'est finalement votre agent déficient visuel, enfin votre apprenti, qui a dû regarder par lui-même ce qui était accessible ou pas. Ça veut dire que parmi les équipes techniques en interne, personne ne savait ou n'avait les connaissances en termes d'accessibilité dans les informaticiens chez vous ? Alors oui, effectivement. Alors nous sommes une petite administration, hein, c'est sûr, le titre était grand. On est une mission handicap. En dehors de ça, non, mais c'est pas du tout une critique d'ailleurs, c'est juste un constat. Hein. Non. C'est une réalité terrain, quoi. Mutualisé entre la mairie, la métropole et le CCAS de la mairie. Donc ça fait en gros un peu plus de 12 000 agents. On doit avoir une quinzaine de développeurs. Il y a beaucoup d'achats, je veux dire, sur étagère. Et après, il y a un certain nombre de personnes aussi, moitié moins, donc une demi-douzaine, qui, eux, travaillent sur la communication externe, donc le développement de sites et de pages donc, dédiés aux usagers. Donc c'est vrai que ces collègues avaient été
Ils avaient bien compris la problématique lorsqu'on avait fait donc cet audit avec, je crois que c'était Access 42, enfin, oh, pas de pub. Donc cet audit du logiciel de gestion des ressources humaines. Oui. Ils avaient bien compris la problématique, mais c'est vrai qu'ils étaient démunis. Oui, c'est ça. Et aussi, ils comprenaient bien que c'était un facteur discriminant pour l'accès à l'information et dans le déroulement de la carrière, effectivement. Et en revanche, la bonne nouvelle, enfin, dans ce qui évolue dans le bon sens, j'ai l'impression, là, il y a de plus en plus de possibilités d'accompagnement. D'ailleurs, on va les détailler tout à l'heure, mais vous le disiez, vous pouvez vous faire épauler, par exemple, par le FIP. Ça se met de plus en plus en place. Alors, au niveau de la convention FIP, les aides, elles sont claires. Il y a des développements qui sont faits, et c'est vrai que j'ai fait ma liste de courses en entendant donc les précédents intervenants et donc mes camarades donc à ma gauche, aussi d'autres idées, et en faisant la connaissance avec la DINUM. Nous, au niveau local, pour essayer justement de faire en sorte que les personnes principalement intéressées donc, à ces questions d'accessibilité numérique, donc au niveau des achats, au niveau des conceptions, au niveau du développement, soient intéressés et soient plus démunis. On a décidé donc, en parallèle de cet audit d'usage, de monter un vrai plan de formation. Un plan de formation, donc un plan de sensibilisation. Alors, je veux dire, c'est la théorie des petits pas. On n'est pas arrivé en disant notre convention, elle est là. Il y a les axes sensibilisation, formation, etc. Il faut tout mettre en place. Ça, on sait que si on n'y va pas petit par petit, si on ne construit pas un socle solide avec des personnes qui croient en leur mission. Et aujourd'hui, après 2 ans d'expérience, 2 ans de sensibilisation, formation, eh bien, les développeurs prennent. Alors déjà, ils y croient, mais comme on va dire, ces nouvelles expertises et ces nouveaux, on va dire, possibilités donc de rendre plus accessible, comme des challenges. En fin de compte, c'est pas maintenant pour eux, c'est en fin de compte ils étaient embêtés au début, mais maintenant c'est un vrai challenge pour eux de pouvoir rendre accessibles les pages qu'ils développent. Et ils y prennent. J'ai discuté encore avec eux donc régulièrement au cours des différentes semaines qui viennent de passer. Ils prennent ça vraiment comme ils prennent ça avec le cœur. Et c'est pas du tout un poids, au contraire. Parce que ça a un et sens. ils s'attellent vraiment à se dire là, mes pages, il faut qu'elles soient accessibles. Mais on leur a donné les clés. Avant, les clés, ils n'avaient pas. J'ai noté d'aller voir un peu nos universités, donc ici locales. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à développer, un module accessibilité numérique? C'est une bonne idée que j'ai pris dans ma liste de cours. Je partirai à Nice avec cette idée dans ma besace. Entendu. On passe aux questions ou vous vouliez ajouter quelque chose? Si c'est juste pour cette théorie des petits pas, je pouvais rajouter qu'au début, on avait sensibilisé. Le choix avait été de sensibiliser les acheteurs publics. Parce qu'on a quelques développeurs, mais on ne développe pas tout. Il y a des choses qu'on achète sur étagère. Et en fin de compte, souvent, je me suis rendu compte, bien qu'on pouvait, lorsqu'on achetait un logiciel, une application, un logiciel, eh bien, presque faire un chèque en blanc sur la question de l'accessibilité numérique. Alors maintenant, ça ne se fera plus jamais, bien entendu. Le RGA sera toujours mentionné dans les nouveaux cahiers des charges. Mais à un moment donné, oui, ce n'est pas parce que le RGA est mentionné que l'accessibilité va être réelle. Ça, et on était vraiment presque face à le fait de faire un chèque en blanc, en disant, OK, on recette, il n'y a pas de souci, on a le logiciel. Donc j'ai sensibilisé donc, les acheteurs publics à cette question-là. Alors on a fait en 2 demi-journées pour pas que ce soit trop lourd, une journée complète, etc. Vraiment, on a essayé d'être le plus souple et manœuvrier possible. Je savais où je voulais en venir. Et donc, ils ont fait 2 sessions de sensibilisation là-dessus. On a toujours environ 200 acheteurs publics dans notre collectivité. Il y en a 50 qui sont venus, donc c'est en 2021. On fera une autre session après en 2023. Et après, l'autre moitié, c'est ceux qui... Il y a des directions qui n'achètent jamais de logiciels ou d'applications. Donc c'est sûr que là, certaines directions ne sont pas du tout touchées par cette problématique-là. Après, on a formé justement, c'est ce que vous m'aviez dit, c'est ce que vous aviez relevé, les développeurs et les concepteurs de pages. On a fait 2 formations, donc une formation de 2 jours, développement et conception d'interfaces accessibles. Alors là, ils ont mis le doigt dedans, ils ne se sont pas rendus compte qu'après, j'allais tout prendre. Et donc c'était en fin 2021, un cadeau de Noël, en décembre 2021, on leur a fait ça.
Et il a mis un peu plus de temps. Là, en décembre 22, ils viennent de subir ça. Quand je dis que je leur ai pris le bras, eh bien, je leur ai fait faire une formation d'auditeur de 5 jours. 3 jours en présentiel, 2 jours en distanciel, pour pas trop les écarter de leur écran et de leur clavier, sinon ils vont mal le vivre, les informaticiens. Donc là, maintenant, l'objectif aussi, c'était, une fois qu'on a sensibilisé les acheteurs, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse vraiment auditer ce qu'on a acheté. Donc ça a mis un petit peu de temps. On a vraiment construit à mano, on a fait le sourcing, on a construit à mano donc, le cahier des charges. Et maintenant, quand on achète quelque chose, on est capable, en face, de faire l'audit du logiciel acheté avant de payer en disant c'est bon, c'est conforme. Donc là-dessus, voilà, on a une 9 ou 10, oui, sur les 15 développeurs et concepteurs de pages qui ont suivi ces formations. Et donc c'est eux, je relevais, c'est eux pour lesquels maintenant c'est un challenge pour eux, ils sont super contents, et je veux dire, ils ont la banane, ils sourient face donc, alors c'est sûr le travail. Ça leur fait plus peur, quoi. Ah non, ça leur fait plus peur, ils sont vraiment contents. Penser donc, quand je réfléchis, quand j'en image leur réaction par rapport à avant, ils ne savaient pas, et aujourd'hui ce qu'ils peuvent faire, le champ des possibles, ils sont vraiment heureux. Donc tout est possible, il suffit d'y aller. C'est là où il y a besoin de travailler, quoi. C'est sur le champ des possibles, concrètement. Et ça prouve aussi, là, c'est vraiment une question de volonté, puisque vous avez porté, par contre, le projet étape par étape, quoi. Il faut une vraie impulsion. Ah oui, mais j'ai dû. Pas naturellement. Ouais. Et après l'année prochaine, alors parce qu'on ne va pas s'arrêter là quand même. Le porter, c'est bien, mais pour chaque grosse entité. Comme dans certains, c'est des divisions, d'autres, c'est des directions. Nous, c'est des directions générales. Les 150 directions sont réparties en une demi-douzaine de directions générales. On va créer aussi des postes de référents accessibilité. Parce qu'en fin de compte, il y a une centralisation malgré tout au niveau de chacun, pour pas que ça touche juste une tête, mais pour qu'il puisse aussi avoir un suivi et une attention particulière. L'acheteur, le développeur et ainsi de suite, il faut que ça reste attaché aussi à son cœur de métier. Je pense à l'éducation, la famille, les sports, la culture, l'assainissement, etc. Enfin, chacun a ses applications, mais donc à un moment donné, ils parlent tous le même langage. Et c'est pas juste centralisé sur quelque chose de totalement donc, on va dire unique, mais il faut aussi qu'ils s'y retrouvent. C'est pour ça qu'on veut aussi, donc l'année prochaine, former les référents accessibilité pour qu'il y ait aussi un portage, je veux dire, on va dire de plusieurs personnes, quoi. Pas juste auto-centré et qu'il y ait une seule personne, un référent accessibilité ou un référent handicap qui soit en charge de ceci. Et justement, Nice Côte d'Azur, vous ne voulez pas aussi aller en parler à d'autres agglomérations, faire circuler tout ça? Des fois, on me surnomme le tuteur, des fois, pour les conventions FIP, pour les nouvelles agglomérations ou autres qui conventionnent. D'autres grandes villes ou d'autres... Ouais, c'est vrai que je le fais toujours avec grand plaisir parce que j'y crois, sinon je ne serais pas là. Est-ce qu'il y a des questions pour Christophe Heurset dans la salle ou au chat, bien sûr? Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Alors moi, je suis Maria Diaz-Borges, je suis référente handicap régionale sur la Cour d'appel de Paris. Je voulais juste féliciter monsieur qui vient d'intervenir, parce que du coup, ça me donne vraiment envie d'aller travailler chez lui. Je suis moi-même non-voyante. Donc, comme je vous disais, je suis référente handicap et votre témoignage est très, très important parce que ça prouve qu'en impulsant toute une équipe, ça mène à des choses, ça mène à au-delà du possible, au fait. Et vraiment, c'est quelque chose de très important que nous, on n'a pas au sein de notre ministère. C'est vrai, de créer un référent accessibilité numérique, ça serait très important. Moi, je suis utilisatrice alors pas de logiciel métier proprement dit, mais d'un logiciel, d'une application qui s'appelle Harmonie, qui est peut-être utilisée par d'autres administrations, qui est un logiciel RH et qui est totalement inaccessible pour une personne non-voyante. Moi, je peux juste taper mon code, mon identifiant, et je ne peux pas aller déposer mes congés, je ne peux pas consulter mon dossier administratif. Il se fait que j'ai une assistante avec moi au quotidien, mais voilà, elle n'est pas là pour ça. Donc, c'est vrai que c'est important de rassembler les personnes concernées, les différents intervenants. Nous, au niveau du ministère de la Justice, c'est vrai que le département informatique n'est pas du tout sensibilisé à ce type de démarche d'accessibilité. Alors effectivement, il se réfère à la référence générale amélioration et accessibilité, mais la réalité sur le terrain, c'est que aussi bien les logiciels métiers que les logiciels RH ne sont pas accessibles du tout, quoi.
Je vous remercie beaucoup, c'est très aimable à vous. Merci, merci Monsieur C. Moi, je parle sous le contrôle de Corinne Ornon, de la mission handicap du département de Seine-Saint-Denis. On voulait vous proposer un jumelage avant que Mohamed et moi demandions une mutation à Nice. Non, plus sérieusement, moi je voulais revenir sur votre intervention qui est super claire et qui, je pense, donne plein de pistes, audit d'usage, création de postes de référents d'accessibilité numérique, formation. Vous nous direz aussi à quel moment on constate les effets sur les logiciels métiers. Moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est la difficulté, pour rebondir sur ce que disait Bruno Picard tout à l'heure, à mutualiser. Parce qu'en fait, j'imagine que dans ces logiciels, on a un certain nombre de logiciels qui sont utilisés par d'autres collectivités. J'en profite pour faire une parenthèse. En Seine-Saint-Denis, on utilise Chronos GTA pour la gestion des congés et Astre pour le prochain SIRH. Donc s'il y a des administrations qui travaillent sur ces logiciels-là, je pense que ça serait bien qu'on mutualise nos efforts. Mais donc je me posais la question, est-ce que vous avez travaillé uniquement en interne ou est-ce que vous avez pu travailler avec d'autres collectivités, soit au niveau régional, soit au niveau des associations de collectivités, pour mettre en place des actions communes qui, du coup, peut-être auront des coûts moindres si on les partage avec d'autres? Non. mais alors ça c'est la réponse. Après ça c'est la réponse, oui, effectivement, honnête. Et après la deuxième réponse de Christopher, c'est j'espère qu'à force, alors dans la fonction publique, c'est vrai que déjà nous on est mutualisés entre trois, donc c'est vrai qu'on a les mêmes logiciels pour les trois employeurs publics sur un même bassin, donc ça c'est intéressant. Mais j'espère que lorsque, alors c'est pas j'ai eu un rêve, hein, mais j'espère que demain, lorsque tous on va s'y mettre, à réclamer, à faire des cahiers des charges en imposant l'accessibilité et en disant je ne signe pas parce que ce n'est pas accessible, vous ne savez pas me vendre n'importe quoi. J'espère que les développeurs privés, on ne va plus rien leur acheter. Alors, la dernière fois que j'ai sorti ça, ma directrice de l'achat public, elle a fait les gros yeux. Hein. Mais j'espère que demain, ça sera ça. La question quand même de dire on ne signe pas parce que ce n'est pas accessible, ça veut dire qu'il faut quelqu'un, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez fait chez vous, en capacité de dire attention, ça, ce n'est pas accessible. Parce que si sur le papier c'est marqué 75% accessible, en vérité, on se rend. Enfin, s'il n'y a pas les compétences en interne, c'est difficile de jauger ça, d'évaluer ça. Exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on soit en capacité donc de pouvoir faire ces audits. Là, alors nous, on a fait un développement, on a peut-être trop anticipé la mise à disposition de cet outil de la direction numérique. Mais voilà, déjà cet outil va pouvoir permettre rapidement de dire je ne fais pas un chèque sans savoir. Quand j'ai découvert ça, moi je suis RH, donc je ne savais pas en dire que je faisais confiance moi à la nature humaine. Je ne pensais pas qu'on allait me vendre quelque chose qui n'était pas en fin de compte pas accessible. Ben si, ça arrive souvent. Oui, juste un mot, Bruno Picard de nouveau. Juste un mot parce que c'est important. On a eu une rencontre récemment avec Madame la Présidente, le directeur et moi-même et Samara qui est sur le dossier AGFIP avec l'AMF pour justement commencer à travailler là-dessus. L'idée, moi, que j'en avais et qui était partagée, c'était qu'on travaille sur un logiciel vraiment commun, genre M57, qui aurait permis de regarder, je ne sais plus ce terme parce que ça change tellement d'appellation, en tout cas la partie comptabilité des collectivités locales et qui permettent de regarder si c'était accessible ou pas. Parce que je rappelle quand même qu'au niveau du CNFPT, on forme des secrétaires de mairie en situation de handicap. Ça serait un peu gênant quand ils arrivent sur le poste que le produit ne soit pas accessible. Donc on va travailler très rapidement dans la suite de cette réunion pour déterminer, alors je ne sais pas, on verra si c'est une convention de partenariat, peu importe, mais déterminer le travail en commun qu'on peut faire avec l'AMF et qui pourrait bénéficier à l'ensemble des collectivités locales rapidement. On va d'ailleurs y regarder sûrement avec la DINUM, avec Antoine et autres. Mais voilà, c'est pour expliquer qu'on travaille à tout ça et qu'on le fait aussi avec la FHF dans la même démarche pour arriver à ce qu'effectivement l'accessibilité numérique sur les logiciels les plus importants, les plus utilisés, puisse effectivement avancer. Mais pour cela aussi, il faut une prise de conscience de la part de ceux qui développent ces logiciels. Comment ça se
fait, enfin alors là, je ne sais pas qui peut répondre à ça d'ailleurs, mais comment ça se fait que cette prise de conscience n'est pas là de la part de ceux qui développent. Moi, je peux citer Sirius au niveau de Radio France. Vous avez cité plusieurs, enfin, que ce soit Harmonie, etc. Là aussi, il y a un point, en dehors du fait que si c'est pas accessible, on va pas leur acheter. Comment on fait pour que eux, ils le fassent spontanément, quoi. Mais bon, ça c'est un vaste débat. Je sais pas. On va prendre une dernière question. Oui, donc, bonjour à tous, Dalibor Cavaz. Moi, j'ai une question. En fait, est-ce que la question aussi est abordée sur la mobilité des agents et plus précisément la portabilité des outils ou des matériels que les personnes utilisent pour justement permettre à une personne de, si elle souhaite évoluer ou changer de branche ou de voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ou ça se fera un jour, je ne sais pas, voilà. Pour ma part à Nice, des collègues donc, d'autres collègues, non-voyants, on fait des mobilités en allant donc, j'en ai une en tête là, il y a 1 an, 2 ans, vers une autre administration publique territoriale. Elle est partie avec son matériel. Voilà, parce que de toute façon, en plus, il a été subventionné par le FIP. On n'a pas demandé un deuxième subventionnement avec tout ce que ça comporte. Là, le matériel est réglé, quoi. Donc c'était totalement naturel, mais de toute façon le FIP l'a mis dans ses... maintenant c'est clairement identifié, cette possibilité. On va arriver à la fin de cette première partie du colloque. Il n'y a plus de questions, c'est bon ? Eh ben, merci à tous. Merci à tous. Ah, pardon, il y avait encore une question. Désolée. On prend la dernière question ? Oui, en fait, il semblerait que ce soit moi qui doive parler. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez concernant les développeurs. Voilà. Bon, moi, je suis développeur, je viens d'INRIA, à la DSI d'INRIA. Et en fait, comme vous le disiez, monsieur Say, les développeurs sont extrêmement... si on leur explique comment faire, les développeurs sont extrêmement motivés pour travailler sur ces questions d'accessibilité. Il y a un véritable problème de formation initiale. Et voilà. C'est je pense que l'énorme majorité des développeurs, et en particulier des développeurs web, sortent de leur formation initiale sans savoir ce que c'est que l'accessibilité numérique. Ils ne connaissent même pas le mot. Ouais. Voilà. Donc je pense qu'il y a un réel travail à faire en amont et qui pour moi est un travail de fond qui est indispensable. Là, on rattrape le terrain en faisant des formations internes, mais si on ne s'attaque pas à ce problème de la formation initiale, on aura du mal à avancer. Oui, enfin, moi quand je fais ce commentaire, bien sûr, il ne s'agissait absolument pas de mettre en cause les développeurs, c'était plutôt de pointer du doigt cette difficulté-là de méconnaissance qu'on remarque depuis le début là, de ces échanges. Merci beaucoup en tous les cas pour cette précision. On va militer pour qu'il y ait des formations dans toutes les écoles de développeurs. Je vous propose de prendre une petite pause. Il y a des rafraîchissements, il y a des cafés. Vous pouvez être accompagnés, ceux qui ont besoin. Donc on va prendre un quart d'heure de pause à peu près. Et puis on se retrouvera pour la dernière heure de ce colloque.